Chers Blagnacaises et chers Blagnacais, bonsoir. Je suis toujours ravi, bien sûr, de vous retrouver pour ce direct, pour échanger, pour répondre aussi à vos questions. Alors pour démarrer, quelques informations d'actualité. Bon, nous avons organisé la semaine du sport santé avec en point d'orgue tout Blagnac, court et marche. C'était une reprise. Et j'ai moi-même pas mal couru ce matin-là, au milieu de Blagnacaises et de Blagnacais qui, par solidarité, sont venus à la fois pour, bien sûr, montrer leur solidarité avec les associations, mais aussi visiter les stands de mise en forme, d'entretien. Voilà, ça c'était un premier élément. Deuxième élément d'actualité, en ce moment, ou tout au moins du 18 au 22 octobre, nous avons eu le Job Week. Bon, c'est quoi? C'est un moment, un salon en quelque sorte, destiné à proposer des offres d'emploi dans les métiers, notamment du bâtiment, de l'entretien de résidence aussi, à des jeunes des quartiers difficiles et des jeunes qui sont relativement éloignés de l'emploi. Et la maison de l'emploi est toujours directement concernée par ce dispositif. Ensuite, la semaine de la parentalité s'est ouverte samedi. Elle est actuellement en cours. Cette semaine de la parentalité, elle permet aux familles de pouvoir rencontrer des experts, des spécialistes dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la nutrition, mais aussi sur quelque chose aujourd'hui qui préoccupe beaucoup les parents, qui est le problème des écrans pour les enfants qui deviennent accros, qui deviennent un peu esclaves de ces technologies. Et puis, en ce moment, et sur la semaine, je pense, alors je revérifie, près de 1600 enfants sont invités à aller au parc du Ritouré pour voir l'arrière-décor, pour voir la partie de préparation, de construction du Festival des Lanternes. Ils voient là les artisans chinois qui travaillent la soie, qui travaillent la porcelaine, qui travaillent le métal, qui travaillent le verre. Et ces enfants sont émerveillés parce qu'un certain nombre de lanternes sont déjà terminées. Pour terminer ce tour d'horizon, je voudrais évoquer la question de ce qui est devant nous, c'est-à-dire les vacances scolaires. Les vacances scolaires arrivent, et bien entendu, comme toujours dans ce dispositif, il y a des stages qui sont proposés aux enfants. Les parents n'ont pas la possibilité, toutes et tous, de prendre des vacances en cette période. Et donc, il faut bien entendu occuper les enfants, mais dans un processus qui n'est pas simplement un processus de garderie, qui est un processus aussi d'interactivité, ce qui nous conduit à proposer un certain nombre de stages. Et des stages intéressants dans le domaine culturel, dans le domaine du sport, avec la MJC des Arts. Voilà, tout un panel qui est aussi à leur disposition. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir le président de la FINECOL, le président du club de pêche, Serge Lotta, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Serge, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Je vous en prie. Non, mettez-vous à ma place et moi je me mets sur le côté. Voilà. Bonsoir Serge. Ça va? Ça va. Bon, Serge, alors d'abord, présentez-nous un peu votre club. Alors, le club est une association amicale. Déjà dans l'esprit, c'est l'esprit de potage qui date l'origine vers 1950. Après la guerre, ces gravières ont été recyclées en lieu halieutique. On a gardé la même philosophie depuis les anciens. L'activité principale est le poisson. Avant d'avoir du poisson, il faut de l'eau. C'est pour ça que nous avons fait des travaux avec votre aide pour pouvoir rendre ces lacs périns. Sur 4 lacs, il y en a 3 où on n'a pas de problème. Il faut finaliser certaines choses. Bon, comme tout, c'est une petite entité qu'il faut faire vivre, qui est dans un cadre ludique qui est magnifique.
Voilà, moi j'invite vraiment toutes les Blagnacaises et tous les Blagnacais qui ne connaissent pas le site du lac de la Fine-Gaule, du lac des pêcheurs, d'aller voir. D'abord parce que, bon, je reviendrai tout à l'heure, mais le poisson, il ne vient pas tout seul, là. Alors le poisson ne vient pas tout seul. Tous les ans, on fait des systèmes, je dirais, de réempoisonnement. Là, le 13 novembre, on va passer le filet. Ce qu'on appelle passer le filet, c'est-à-dire on va pratiquement assécher un lac pour faire un recensement des poissons et répartir pour essayer de rééquilibrer le biotope. Si on a trop de carnassiers, si on n'a pas assez de blanc, ça se fait tous les 2, 3, 4 ans. Cette année, c'est prévu pour le 13 novembre. À la suite de ça, on va remplir à nouveau nos lacs et on fera un apport de poissons. Ce n'est pas nous qui décidons pour le poisson, c'est la nature qui décide en fonction de différents élevages de partenaires que l'on a. On fait ramener beaucoup de cyprinidés, du gardon, de la tanche, de la carpe et du carnassier. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, on a une diversité de poissons dans ce lac. Alors, c'est vrai, vous évoquiez la question de l'eau et de la mise en eau du lac. Tout à fait. C'est vrai que vous avez fait un certain nombre de travaux, mais c'est quand même pas simple aujourd'hui d'avoir une alimentation en eau de ces lacs. Non, c'est une priorité sur 4 entités que l'on a. Il y en a 3, on peut dire, on arrive à les maintenir, ils sont fiables. On a un 4e lac actuellement, même un arrêté a été pris, où il y a beaucoup de vases, puisque ce sont des lacs très anciens. Ce sont des lacs où il y a énormément de verdure, donc beaucoup de feuilles, ce qui fait beaucoup de vases. Et là, actuellement, dans ce lac, on doit avoir 40 cm de vase et 30 cm d'eau. Donc ce n'est pas pêchable. Et par fait d'hygiène et de précaution, ces lacs ne sont pas pêchables. On verra dans l'avenir. On envisage certaines choses, mais je dirais que ça fait partie du programme futur. Les 3 autres lacs, on les a répartis dans le sens où il y en a un qui est un carpodrome, plus pour les carpistes, parce que la carpe, souvent, c'est une équipe de copains qui viennent, qui passent la soirée, qui pêchent la nuit, qui font un petit barbecue. Et bon. Après, il y a un autre lac qui nous sert pour des lâchers de truites que nous organisons 8 par an. C'est au mois de novembre et début d'année. Les truites, on les fait descendre de l'Ariège et c'est pour les anciens qui n'arrivent plus à aller faire l'ouverture en montagne, ils viennent faire l'ouverture au 15 sols. Alors moi je vais vous dire, hein, là aussi, le jour où il y a un lâcher de truite, ça vaut vraiment la peine. Il faut arriver de bonne heure le matin. Aller très tôt au lac le matin, d'abord parce qu'il y a le lâcher de truite, mais il y a aussi le petit déjeuner des pêcheurs. Oui. Et moi j'ai eu le plaisir et la chance d'y participer. C'est vraiment un vrai moment d'abord de convivialité, d'amitié et de passion de ceux qui sont là. Juste par rapport à ça, Serge, il y a aussi un vrai travail environnemental qui est fait. C'est-à-dire que là aussi, quand vous voyez la propreté, la qualité du site, on se dit, la pêche, bien sûr, c'est un sport, c'est un loisir, mais c'est aussi une démarche environnementale forte. Voilà. Alors, nous avons une ossature qui était ancienne, on réhabilite. On a fait la réhabilitation de bâtiments. Nous avons des tondeuses à 4 pattes. C'est une équipe de chèvres qui a une petite île qui fait partie du spectacle. Beaucoup d'enfants viennent pour leur dire bonjour, leur donnent un bout de carotte. Nos 3 petites chèvres font partie du décorum. Nous avons des canards qui sont sédentaires, qui disent il vaut mieux venir manger avec Denis, qui est là tous les matins pour leur servir une gamelle avec du pain. Tout ça fait partie du cadre de l'esprit. La pêche est le fond de faire vivre cette association, mais nous n'avons pas l'esprit de compétition, c'est l'esprit ludique que les gens viennent pour s'amuser. C'est pour cela que nous avons 4 manifestations dans l'année. Faisons le concours du mois de mai. Nous avons un trophée au mois d'août qu'on a appelé le trophée du Ragondin, qui est le principe du Brennus, où le seul fait de gagner, c'est de marquer son nom sur la plaque. Ouais. Et le bureau et moi-même envisageons pour l'année prochaine de mettre un trophée du petit bouchon pour prendre des jeunes entre 5 et 15 ans et les initier à la pêche au cou. C'est une avancée pour essayer de faire venir quelques jeunes. Nous avons en moyenne 150 adhérents. Vu la mauvaise période que nous avons passée avec cette pandémie, je crois qu'il y a des gens qui ont redécouvert un site qui était proche de chez eux. Tout à fait. Pour ne pas parler plus loin, mais ils sont venus là.
Et on a une équipe d'une petite dizaine de jeunes qui ont une quinzaine d'années, qui viennent taquiner Black Bass et qui sont remarquables de politesse et de gentillesse. Ça fait partie de l'esprit du club. Bon, vous l'avez compris, hein, chers amis Blagnacais et Blagnacaises, vous l'avez compris, bon, ce club de pêche, il est effectivement là pour que les passionnés. Il y a combien de pêcheurs en France? C'est assez extraordinaire, hein? Non, je ne me souviens pas. C'est un nombre phénoménal. Donc la pêche, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Mais moi, je voudrais insister pour dire à quel point votre club, les membres de ce club sont attentifs au respect de la nature, à la biodiversité, au maintien de la propreté du site. Et pour nous, Ville, c'est important de savoir que cet espace-là est véritablement toujours entretenu et toujours de qualité. Et je dirais la propreté entraîne la propreté. Du fait que le cadre est propre, je dirais qu'à 95%, les gens qui viennent sont respectueux de la zone. On a beaucoup de coureurs qui viennent, des gens qui viennent se balader pour le plaisir, ce ne sont pas que des pêcheurs. Mais tout ça, je dirais, se marie bien et vit bien à l'esprit blagnacais. Écoutez, merci. Je pense que là, Serge, vous avez donné envie à pas mal de Blagnacaises et de Blagnacais de venir vous visiter, de venir voir ce qui se passe autour du lac. Je sais qu'ils seront les bienvenus. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et puis à très bientôt. À très bientôt au bord du lac. Ok. Ok. Ah, bien. Merci Serge. Donc voilà, une association blagnacaise qui, comme les autres, est une association dans laquelle les dirigeants sont particulièrement investis et ça c'est quelque chose qu'il faut véritablement souligner. Alors je vais maintenant répondre à quelques questions de Blagnacais qui m'ont été posées. Donc Letty Anglade, qui réside à Andromède depuis peu, qui dit voilà, c'est la réactivité et l'équipe municipale a été disponible, mais en fait, elle pose la question de la diminution de l'éclairage de nuit sur le boulevard Alain Savary. Alors, Letty, c'est une très très bonne question. La question effectivement de l'éclairage public est centrale et nous avons décidé de travailler parce que la question que vous posez, la remarque, elle nous a été faite par d'autres Blagnacaises et d'autres Blagnacais sur la problématique de cette illumination, de cette pollution lumineuse. Et donc nous avons décidé de travailler sur une phase expérimentale d'1 an en interrompant l'éclairage d'un certain nombre de rues. Bon, ça va durer 1 an, en titre expérimental. On pourra en tirer les conséquences, avec, je dirais, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est bien sûr de réduire, d'éviter la pollution lumineuse. Pourquoi? Parce que cette pollution lumineuse nuit beaucoup à la biodiversité. Les animaux, notamment, sont perturbés par ce niveau d'éclairage et ils ne peuvent pas vivre leur nuit correctement. Donc, ça, c'est un premier point qui nous a conduit à ça. Le deuxième, c'est bien sûr tout ce qui se passe aujourd'hui sur la transition énergétique. Et on a tendance à le dire, et c'est très vrai, la première énergie qu'il faut privilégier, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc, réduire l'éclairage public, c'est aussi réduire la consommation énergétique par rapport à cela. Et le troisième, c'est effectivement dans certains quartiers, d'améliorer la sécurité, parce que quand il fait noir, il fait noir. Et donc, on a par exemple des rassemblements là où il y a des points d'éclairage. Et quand il n'y a pas de points d'éclairage, on n'a pas des rassemblements qui peuvent s'opérer. Alors, on n'est pas les premiers à mettre en œuvre ce dispositif. On s'est bien sûr inspiré, on a été regarder ce que faisaient les villes qui avaient pris la décision d'éteindre l'éclairage de nuit. Alors naturellement, ce n'est pas les voies structurantes qui vont être dans la nuit éteintes. Il s'agit d'un certain nombre de rues adjacentes notamment. Nous allons lancer cette opération et puis nous mesurerons
les résultats de cette extinction de l'éclairage de nuit. J'espère, Letty, avoir répondu à votre question. Alors, Stéphanie Delpoux, qui n'est pas contente de ce qui se passe sur le parc du Ritouré au regard du Festival des Lanternes. Alors oui, bien sûr, quand on habite à côté du parc du Ritouré, on peut avoir des inquiétudes qui sont des inquiétudes légitimes. Ce qui vous inquiète beaucoup, c'est effectivement, d'une part, les utilisations des espaces et des terrains. D'abord, on n'a pas utilisé la totalité du parc du Ritouré pour le Festival des Lanternes et on a laissé, notamment là où on a le manège et les jeux d'enfants, on a laissé cette partie accessible au public. Ensuite, on a profité effectivement de la nécessité de fermer le parc pour assurer un peu plus de sécurité sur le parc. Donc, notamment avec, vous le verrez quand il sera en place, une fermeture qui évitera que l'on ait, et on le voit aujourd'hui, c'est quand même compliqué, des voitures, enfin des véhicules à moteur qui pénètrent dans le lac, etc. Donc, tout ça va générer ça. Sur les questions de circulation, qui peuvent aussi être inquiétantes, je rappelle que le parking des gens qui viendront au Festival des Lanternes, c'est celui que nous avons négocié avec l'aéroport. C'est le parking P5 de l'aéroport sur lequel on va diriger de façon obligatoire tous les véhicules des festivaliers qui viendront dans Blagnac. Donc oui, je comprends les préoccupations, les craintes, les inquiétudes des habitants du quartier, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que nous avons mis là-dessus pas mal de dispositifs. Je n'irai pas plus loin puisqu'on a fait une réunion publique au cours de laquelle on a pu commenter tout ça. Kiki Fillol, lui, ne comprend pas que des voitures stationnées depuis plus d'une semaine ne soient pas retirées. Alors d'abord, plusieurs choses par rapport à ça. Je dirais qu'il y a deux types de véhicules. Il y a ce qu'on appelle les véhicules ventouses, ceux dont vous parlez, c'est-à-dire des véhicules qui, effectivement, stationnent et ne bougent pas. Le problème, c'est qu'il faut que l'on puisse constater que ces véhicules n'ont pas bougé, ce qui est extrêmement compliqué parce qu'il faudrait qu'on marque sur les pneus le fait qu'il n'ait pas bougé, etc. Donc, je pense que là-dessus, il faut signaler que ces véhicules ne bougent pas et nous allons intervenir auprès des propriétaires, puisque nous pouvons identifier les propriétaires pour leur dire qu'ils doivent bouger les véhicules. Là-dessus, il faut appeler à l'Aublagnac, dire voilà, dans telle rue, à tel endroit, il y a tel véhicule qui est en stationnement depuis 3 jours, il n'a pas bougé, est-ce qu'on peut intervenir? Et après, il y a un autre sujet. L'autre sujet, c'est les véhicules qui sont souvent des épaves, qui sont sur la voie. Et là aussi, pour les faire enlever, c'est relativement complexe parce qu'il faut obtenir toutes les autorisations. C'est bien sûr à travers les pouvoirs de police que le maire décide qu'il va procéder à l'enlèvement, mais l'enlèvement ne se fait pas comme ça, il faut qu'on obtienne toutes les autorisations. Voilà, je pense, j'espère dans tous les cas avoir répondu aux questions. Bon, il y en avait d'autres, mais on a, je pense, on a avancé là-dessus. Alors, le deuxième sujet sur lequel je voudrais qu'on intervienne, et pour ça, j'ai aussi une autre invitée, c'est Sophie Morel, pour parler du vélo, du plan vélo, et pour faire part de ce que sont les citoyens associés. Donc, je vais accueillir Sophie Morel, si elle veut bien me rejoindre. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va? Bon. Alors Sophie, vous avez accepté de participer en tant que citoyen associé à ce travail sur le vélo. Oui, bon, vous en retenez quoi aujourd'hui? Avant qu'on voit alors d'abord une très belle expérience humaine, parce que c'était très sympathique de rencontrer 24 autres personnes, toutes différentes. Et c'est déjà ce côté-là qui était quand même très, très sympa. Et on avait tous nos points de vue, mais on a réussi à s'accorder quand même sur l'essentiel. Et donc on en tire quand même une expérience très positive. Hein. Alors moi, je ne vous cacherai pas que j'ai été véritablement très, très impressionné par la qualité des propositions qui ont été faites sur les trois groupes thèmes que vous avez, et donc les 3 groupes de travail, qui sont à la fois des propositions très opérationnelles,
vous n'êtes pas allé chercher dans l'illusion. Et donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place, mettre en œuvre. Et ça c'est vraiment un vrai progrès pour nous. Oui, parce que je pense que ça venait aussi du fait qu'on est plutôt des cyclistes du quotidien, tous bladiaqués. Donc on avait une expérience, on a une expérience de terrain et on essayait vraiment de partir de cette expérience sur Blagnac pour faire des choses possibles. L'idée d'avoir, puis de les voir se réaliser, et pas d'attendre voilà, une dizaine d'années, essayer de pouvoir voir arriver des choses. Et donc on a essayé effectivement de penser à ces deux aspects, les difficultés qu'on voyait, mais surtout aussi, on a quand même pensé beaucoup aux gens qui ne circulent pas à vélo aujourd'hui. Et pas l'idée, c'était pas de faire des choses pour nous qui circulons déjà, mais plutôt quand même pour les gens qui ne circulent pas encore. Ouais. Alors bon, ce que j'ai constaté, et votre préoccupation, c'est à la fois une préoccupation autour de la sécurité des usagers du vélo et autour des discontinuités. Vous avez dit, il y a deux problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on ne se sent pas forcément en sécurité quand on est sur le vélo, et puis on a des discontinuités qui font que, voilà, on a un passage sur lequel ça devient très compliqué. Voilà, oui, les deux sujets sont liés. Hein. C'est sûr que la discontinuité, c'est ce qui crée aussi souvent l'insécurité à vélo, et c'est là où on peut avoir un comportement qu'on ne sait pas adapter à la situation, donc qui met en difficulté tout le monde. Et donc ça c'est un vrai problème. Et après, bon, il y a des aménagements aussi qui sont peu sécurisants pour voilà. Donc on a essayé d'aborder quand même tous les aspects. Ouais. Alors c'est intéressant parce que ça nous conduit aussi à pousser fort. Hier matin, j'étais donc avec mes collègues, nous étions à la métropole. Et on a évoqué une question que vous avez soulevée, qui est celle de Velázquez et de la passerelle de Velázquez. Et donc on a dit à la métropole, sur la passerelle de Velázquez, on ne peut pas attendre. Il va falloir qu'on fasse ça très vite. Et donc on est prêt à le prendre sur les enveloppes de voirie de la ville de Blagnac pour pouvoir faire cette passerelle. Alors que vous nous avez poussé à travers le travail que vous avez fait à accélérer les choses et aussi à les faire accélérer du côté de la métropole. Et en disant à un moment, puisqu'on a des enveloppes de voirie que l'on doit utiliser, autant les utiliser pour ça. Oui, parce que c'est vrai que Velázquez, c'était un point qui était quand même identifié depuis longtemps. C'est un des points de passage les plus importants au niveau nombre de cyclistes. Donc c'est vrai que c'est vraiment un des gros points noirs qu'on avait mis en avant parmi différents sujets. Alors vous êtes sur un sujet qui est, vous allez le voir, qui est véritablement au cœur des préoccupations des personnes qui nous suivent. Marc Pirou, par exemple, il nous dit, mais pourquoi il y a un sens unique vieux chemin de Grenade au niveau du Ferradou, pourquoi vous n'allez pas, vous diriez quoi, vous? Alors au niveau du Ferradou, moi je vois ça surtout comme une zone un peu naturelle, hein, donc on commence déjà à être presque aucun sol, donc c'est vrai que pourquoi favoriser la voiture là-bas Alors tout à fait. Et il y a une autre explication par rapport à ça, Marc, c'est que si on ouvre le double sens, on va avoir beaucoup de gens qui habitent sur Beauzelle ou sur le secteur qui pour chanter et pour ne pas avoir à prendre la route de Grenade vont passer par là. C'est-à-dire que ce quartier, comme vous dites, qui est un quartier qu'il faut préserver, va devenir une autoroute. Donc là aussi, si on met le double sens, non, ne pensez pas qu'on mette les choses ou qu'on fasse des choses, et on s'en est expliqué avec les citoyens associés. Comme ça, mais on progressera. Ensuite, il y a Marc Bréby qui dit, alors le sens unique Serventi. Vous en pensez quoi? Alors, je pense que, en tout cas chez les citoyens associés, on y était quand même tous favorables. Certains d'entre nous ont participé à l'élaboration du projet. Alors moi, je ne faisais pas partie du groupe à l'époque. Mais bon, après, c'est quand même une grande avancée pour les cyclistes. C'est beaucoup plus sécurisant. Pour nous, c'est une avancée majeure. Voilà, donc alors effectivement, c'est compliqué à mettre en place. Hein. Quand on a décidé, alors on était pendant le Covid, on a fait ce qu'on a appelé de l'urbanisme tactique. Donc on a pu faire cette expérience et on a fait effectivement l'expérimentation puisque on n'a pas balisé définitivement le sens unique tant qu'on n'avait pas pu mesurer. Et quand on a mesuré, ben oui. Alors c'est vrai aussi qu'on veut encourager le vélo.
Donc c'est quand même un des résultats. Et puis il y a Antoine Vernier qui nous dit, ben, moi je vais au travail à vélo et puis voilà, j'ai des problèmes sur la zone commerciale, avenue de Cornebarieux, etc. Vous ne l'invitez pas à venir avec vous? Si, pourquoi pas. Après, bon, aujourd'hui, nous, on a fait nos propositions, on a remis un rapport, on a fait une restitution et on a eu un retour. Et donc, on attend les prochaines échéances et nous, je pense qu'on peut accueillir des nouveaux si des échéances prochaines se présentent aussi. Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, puisque vous avez fait des propositions, je le disais tout à l'heure, qui sont des propositions très opérationnelles, on sent vraiment la proposition du praticien, de celui qui pratique le vélo. On a le Conseil économique et social et environnemental local qui a travaillé, qui a réfléchi aussi. On a les études d'Egis, on a les études de TCO, on a aussi des études de la métropole. En fait, on va se réunir tous là et on va dire comment on met tout ça en ordre pour élaborer notre schéma de mobilité. Et le schéma de mobilité, on va le construire ensemble, avec la partie vélo, avec la partie voiture, bien sûr, avec la partie stationnement. C'est tout ça qu'on va avoir en disant, avec 3 niveaux, qu'est-ce qu'on peut faire très vite, donc dans l'année, qu'est-ce qu'on peut faire sur le mandat, qu'est-ce qu'on peut faire à une échéance plus lointaine. Et notamment l'objectif est, quand je vous ai entendu lors de la restitution, tous les 3, puisque vous étiez 3 à restituer, chacun sur un atelier, je me suis dit, oulala, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Vous nous dites juste un petit mot sur la communication, même si ce n'était pas votre atelier. Oui, alors oui, effectivement, on était 3 axes, infrastructure, services et communication. Et donc pour la communication, c'est vrai qu'on avait des recommandations à la mairie pour améliorer le site internet, pour communiquer plus souvent sur le forum qui est très lu, et puis aussi pour faire des événements festifs, et puis pour qu'à chaque événement, on puisse proposer aux gens de venir à vélo. La solution, comment venir, comment stationner, et comment repartir. Et donc c'est ça, pour que penser vélo à chaque fois qu'on a un événement ou un déplacement à faire. Alors juste pour que les Blagnacaises et les Blagnacais le sachent, sur la partie structure, infrastructure, il y a, ben ouais, mais si on ne sait pas, et si on ne peut pas garer les vélos, ça ne va pas. Et donc, vous avez fait aussi des propositions sur le stationnement sécurisé des vélos. Et là aussi, il faut qu'on passe à l'acte. Oui, voilà, oui, parce que bon, c'est vrai que le vol, c'est quand même une crainte des cyclistes, surtout de nouveaux cyclistes sont équipés en vélo électrique, encore plus cher, donc c'est vrai que c'est problématique. Il faut rassurer les gens et il faut leur proposer des choses. Tout à fait. Donc on attend des solutions. Écoutez, Sophie, moi je vous demande de transmettre à vos 23 partenaires nos remerciements, les remerciements de toute l'équipe de la mairie, pour l'investissement qui a été le vôtre. Maintenant, vous nous avez mis dans une situation dans laquelle on ne peut pas reculer, mais c'est très bien. On est obligé d'avancer et de faire des choses. Merci Sophie d'être venue nous rendre visite. On vous reste avec moi. Je vais juste dire maintenant... Ah, j'ai une question. Excusez-moi. J'ai une question. Cette année organisée, mais pour les années à venir... Cette année a été organisée en accord avec le calendrier. C'est quoi? Si je parle de cela se passe-t-il pour le ramassage des poubelles? Ah oui, le ramassage des poubelles. Bon, juste par rapport à cela, on a une décision qui a été prise par Déco7 sur le ramassage des poubelles. On est là aussi dans un processus de transition écologique et on se rend compte que beaucoup de bacs sont pas pleins du tout. Et qu'en fait, le ramassage est 2 fois par semaine sur ces bacs-là n'est pas utile, notamment pour les maisons individuelles. Et donc, ce qui a été décidé à Déco7, c'est de ramasser non plus 2 fois, mais 1 fois par semaine, avec la possibilité, malgré tout, de mettre des bacs plus importants. Ça veut dire effectivement réduire le nombre de tournées de véhicules, donc ça s'inscrit là-dessus, et ensuite de favoriser, dans tous les cas, l'élimination des déchets. Et nous avons des citoyens associés qui s'occupent du vélo, mais nous en avons aussi qui s'occupent du 0 déchet.
Donc, ça veut dire que l'objectif, ce sera aussi de réduire la quantité de déchets, et donc tout ça est relativement cohérent. Voilà, on arrive au bout de ce direct. Juste quelques informations. Deux événements qui vont marquer la fin de l'année. Le marché de Noël. Exceptionnellement, le marché de Noël ne se tiendra pas au centre-ville parce que quand on l'organisait encore aujourd'hui avec la question du pass sanitaire, ça nous obligeait à fermer complètement le centre-ville et donc les commerçants ne pouvaient pas travailler. Donc on va faire ça au Ramier. En même temps, ce sera une expérience. On verra comment ça se passe. Et puis, bien sûr, alors je sais que beaucoup de Blagnacaises et de Blagnacais attendent ça. Certains le craignent plus qu'ils ne l'attendent. Mais on aura le Festival des Lanternes qui va donc démarrer le 1er décembre pour s'achever le 1er février. Bon, pour être allé voir un peu sur place ce que faisaient les artisans chinois, je pense que ça va être une très très belle manifestation. Voilà, bonsoir chers amis, et puis au mois prochain. Au revoir.